Bonjour, c'est Fabrice Dalméda. Dans cet épisode, on plonge dans la Grèce antique en regardant Athènes face à Philippe II de Macédoine. Au cœur de l'histoire. Et un nouveau cas d'espionnage attribué aux Russes. Les Pays-Bas expulsent 4 agents qui tentaient de pirater le siège de l'OIAC, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. C'est à La Haye. États-Unis, Canada, Angleterre, l'Union européenne aussi, l'Australie, le monde occidental qui fait corps face à Moscou. Sébastien Krebs, bonsoir. Bonsoir. On est dans une ambiance de guerre froide cet après-midi. Une démocratie ouverte à tous les vents, dit-on. Une démocratie dans laquelle le débat public est parfois influencé par ses grands voisins, ces géants qui, de loin, observent les débats entre les hommes politiques français. Ce n'est pas la première fois que les démocraties sont confrontées à une influence extérieure. Je vous propose de revenir à un moment de l'histoire de la démocratie, à ses origines pratiquement, à Athènes, alors qu'émerge une grande puissance, celle de la Macédoine de Philippe II. Athènes et la Macédoine, c'est cette histoire d'une démocratie qui doit garder son autonomie face à un géant qui veut l'influencer. Notre histoire commence à la fin du mois de février 346 avant Jésus-Christ. À travers la plaine grecque avance un petit groupe composé d'une dizaine d'hommes. Ils sont partis d'Athènes et ils vont vers Pella, plus au nord, la capitale de la Macédoine. Ces quelques hommes, issus de la démocratie athénienne, ont tous une fonction publique. Et ils vont à la rencontre d'un souverain, d'un roi, celui de Macédoine, Philippe II. Il s'agit de ce qu'on appelle une ambassade, c'est-à-dire une réunion des représentants des deux camps en guerre en vue de trouver un accord de paix. Qui sont ces 10 Athéniens ? La composition du collège ne laisse rien au hasard. Regardons-la de plus près. En tête vient Philocratès. C'est lui qui mène l'ambassade, c'est même lui qui a proposé le décret à l'Assemblée des Athéniens pour qu'elle soit composée et envoyée auprès du roi Philippe. Vient ensuite une figure que l'on imagine aisément barbue, une barbe déjà grisonnante, voire blanchissante, Échine. Vieil homme politique dont la présence a été proposée par le stratège, Nausiclès, celui qui commande l'armée athénienne, celui qui la dirigeait lors de la fameuse bataille, la 3e bataille des Thermopyles, quelques années plus tôt, quand les Athéniens ont effrayé et repoussé Philippe II. Puis on trouve d'autres personnalités, Ctésiphon, nous y reviendrons, Aristodémos, qui ont déjà rencontré Philippe, ils le connaissent, tout comme Iatroclès et Phrynon, qui ont été libérés d'une captivité chez les Macédoniens. Celui qui représente les alliés d'Athènes s'appelle Aglaocréon. On ne sait pas d'ailleurs pourquoi 2 autres membres ont été ajoutés à cette ambassade. Il s'agit de Simon et de Derkylos. Et puis arrive le plus jeune, le dernier. Il s'appelle Démosthène. La présence de Démosthène dans ce petit groupe ne va pas tout à fait de soi. En cette année 346, il a seulement 38 ans, ce qui peut paraître âgé, mais qui, à Athènes, dans les fonctions publiques, est relativement jeune. Et de fait, le mot athénien utilisé pour désigner une ambassade, pour désigner un ambassadeur, c'est presbeutes. Presbeutes presbus, le vieillard. C'est la preuve que les ambassadeurs étaient très âgés et que Démosthène, le jeune Démosthène en un sens, dénote dans cette assemblée. Mais qui est Démosthène ? Ce jeune homme suffisamment important pour qu'on l'ait adjoint à l'ambassade. Démosthène, fils de Démosthène. Il est né dans un de ces dèmes, dans un de ces arrondissements ruraux, à 20 km de l'Acropole en 384 avant notre ère. C'est un orphelin qui a été ruiné par les tuteurs qui étaient chargés de sa fortune, et d'ailleurs la première affaire qu'il a eu à conduire et qui l'a poussé à apprendre l'art de la parole était pour essayer de récupérer ses biens. Mais comme il n'a, malgré sa victoire, pas récupéré toute sa fortune, très vite il a été obligé de se faire ce qu'on appelle logographe, d'autres diraient biographe ou historien, bref, de jouer le rôle d'un poète qui raconte l'histoire en train de se faire. C'est d'ailleurs la lecture des historiens qui a enrichi sa pensée, des personnalités comme Thucydide. Et à force de volonté, s'il faut en croire les anecdotes, il a réussi à améliorer son élocution. Vous savez, c'est cette histoire qu'on raconte de Démosthène, qui devait apprendre à parler en mettant un grand nombre de cailloux dans sa bouche, de manière à bien articuler. Démosthène a aussi appris le commerce des foules. Comment haranguer un public ? Comment le tenir en haleine ?
faire varier le ton. Il a fréquenté les grandes assemblées qui ont lieu sur la colline centrale d'Athènes, le Pnyx. Et à 30 ans à peine, il est entré dans l'arène en lançant des attaques contre le nouveau souverain de ce royaume qui monte à côté de la Grèce, la Macédoine. Il a même prononcé une série de discours qui ont été rassemblés et qu'on évoque aujourd'hui sous le nom de philippiques, les attaques contre Philippe. Et donc c'est cet homme qui aujourd'hui, en février 346, a été adjoint à l'ambassade pour aller précisément voir le roi et essayer de ménager ce qui peut l'être, une paix ou sinon la guerre. Et voici les 10 ambassadeurs athéniens assis face à Philippe et à sa délégation. La coutume veut que chaque ambassadeur prenne la parole par ordre d'âge décroissant, du plus vieux au plus jeune. C'est donc Démosthène qui va s'exprimer le dernier. Pour vous décrire son discours, donnons la parole à celui qui va devenir son adversaire irréductible, mais qui, à l'époque, n'était pas encore complètement hostile à Démosthène. Il s'agit d'Échine. Puis ce fut au tour de Démosthène. L'attention était générale et on s'attendait à des merveilles d'éloquence. Philippe et ses compagnons, comme on l'apprit ensuite, avaient été informés que l'orateur avait promis un discours extraordinaire, et chacun était donc tout oui. Alors il commence à balbutier d'une voix éteinte de peur un exorde obscur, puis à peine entré dans la question, se tait brusquement, perd ses moyens, ne parvient pas à reprendre son discours. Voyant cela, Philippe l'encourage à reprendre confiance, mais Démosthène, bouleversé, ne put reprendre ses forces. Comme le silence durait, le héros nous invita à nous retirer. Alors bien sûr, Échine sûrement a un peu arrondi l'histoire pour ne pas être très favorable à Démosthène. Échine d'ailleurs était plus âgé que Démosthène, il était né en 390 avant notre ère, et il représentait en somme le parti aristocratique de la ville, quand peut-être Démosthène incarnait quelque chose de plus démocratique. Quoi qu'il en soit, pour sa première rencontre avec Philippe II, Démosthène n'apparaît pas sous son meilleur jour. C'était sa première mission officielle et il a eu des difficultés à parler, si l'on en croit ses collègues ambassadeurs. Bien sûr, si Échine a pris un plaisir particulièrement gourmand à se moquer de Démosthène, c'est que la vie s'apprête à séparer les deux hommes et à en faire l'incarnation, chacun, d'une tendance politique dans la vie démocratique d'Athènes. Cette démocratie athénienne, précisément, que signifie-t-elle ? Comment est-elle organisée ? Au IVe siècle de notre ère, elle est l'héritière d'une Athènes classique qu'on décrit sous le siècle de Périclès, au Ve siècle. C'est là qu'elle a réussi à asseoir un véritable empire. Raconter Athènes, c'est surtout présenter ses adversaires. Il y a d'abord l'ennemi grec, les Spartiates. Cette fameuse monarchie spartiate qui, à intervalles réguliers, a imposé sa loi à Athènes jusqu'à même installer en 404 une dictature dans la cité. Et puis il y a deux autres puissances, les Perses, avec lesquels se sont livrées ces fameuses guerres médiques qui ont coûté tant de sang à la Grèce. Et puis, Athènes découvre désormais un nouvel adversaire. Il a commencé à émerger au nord. C'est la Macédoine. Tout cela pèse sur la vie et les institutions d'Athènes. Car Athènes est organisée d'une façon démocratique, c'est-à-dire que ce qui détient le pouvoir, c'est l'assemblée des citoyens, c'est-à-dire les hommes libres, car la cité contient évidemment des esclaves et des étrangers, ce qu'on appelle les métoikoi, les métèques. J'ai dit les hommes, car évidemment, à cette époque, les femmes sont exclues de la citoyenneté, même si certaines peuvent diriger des propriétés ou des fermes. Les citoyens d'Athènes, en assemblée, sont ceux qui élisent aux principales magistratures, c'est-à-dire aux principaux postes de gouvernement. Le poste le plus connu est celui de stratège, le chef de guerre. Mais il en existe d'autres, certains qui s'occupent des comptes, certains qui s'occupent de la justice. Il y a ensuite une assemblée qui, en général, prépare la grande rencontre générale des citoyens. C'est un groupe de 500 membres qui constitue la boulée. À eux d'émettre un avis favorable ou opposé à ce qu'une question soit mise en débat devant le peuple. Précisons un point. Toutes les décisions cruciales doivent passer devant l'Assemblée des citoyens. Tout magistrat, quand il sort de ses fonctions, doit rendre compte de son bilan devant les citoyens. C'est ce qu'on appelle la reddition de comptes. Tout procès contre un magistrat se joue devant l'Assemblée des citoyens. Il est donc fondamental de savoir leur parler.
C'est peut-être la première fois dans l'histoire de l'humanité que c'est l'Assemblée globale des citoyens qui exerce le pouvoir suprême. Et ce modèle, évidemment, est totalement contraire, opposé à celui qui règne dans ce royaume du Nord que nous avons déjà évoqué, la Macédoine. Philippe II n'est pas du tout un démocrate. Ce n'est même pas un légitimiste. Il est monté sur le trône de Macédoine en volant la couronne à son neveu, le fils de son frère, le roi Perdiccas, qui s'appelait Amyntas. Il a donc été d'abord régent, puis s'est ensuite approprié la couronne. Il a éliminé dans cette course les différents cousins et adversaires qui soutenaient le camp adverse. Il a unifié son royaume, concentré toute la puissance dans ses mains. Et il regarde vers la Grèce, où Athènes, à la tête d'une ligue militaire dans laquelle plusieurs cités sont membres, notamment la ville de Délos, il regarde vers la Grèce donc comme prochain objectif, sinon de ses conquêtes, du moins d'exercice de sa puissance. Philippe commence par conquérir le royaume illyrien, puis il se tourne vers le littoral thrace, tout proche. Il s'empare de la cité d'Amphipolis, puis de Pydna, puis de Potidée. Ces 3 cités étaient sous influence athénienne et pourtant, Athènes ne réagit pas. C'est seulement au moment où, à partir de 355, Philippe commence à intervenir directement dans la politique de la Grèce continentale, qu'enfin, les Athéniens se réveillent. Quand je dis qu'ils se réveillent, c'est-à-dire surtout qu'ils s'inquiètent. Si bien qu'en 353, quand Philippe conduit son armée en direction du passage des Thermopyles, il trouve face à lui des Péloponnésiens et des Athéniens qui ont barré le défilé. Philippe, cette fois-là, choisit de renoncer. Dans son esprit, il n'est pas encore temps de mener l'offensive. C'est à ce moment que Démosthène fait ses premiers pas dans la grande politique. En 351, d'ailleurs, il prononce déjà ses premiers discours anti-Philippe. Démosthène n'était pas le seul à avoir vu cette stratégie offensive de Philippe. Un Échine, par exemple, n'hésitait pas aussi à la dénoncer. Il n'était donc pas seul dans son combat pour défendre la démocratie athénienne qui gardait un certain lustre et pouvait encore faire illusion face au royaume du Nord. Lorsqu'en 349, Philippe se décide à attaquer Olynte, les Olyntiens réclament l'aide des Athéniens. Les événements nous sont connus par les 3 discours que Démosthène prononce en leur faveur pour réclamer une aide plus efficace de sa cité. Mais à Athènes, les difficultés sont grandes et l'on refuse d'organiser un grand corps expéditionnaire. On envoie donc une petite aide. Olynte finit par succomber, laissant Philippe maître de toute une région de la Grèce qui s'appelle la Chalcidique. Philippe lance alors une campagne de séduction envers toutes les cités grecques. Voyez, Athéniens, où est montée l'arrogance de Philippe. Cet homme ne vous donne point à choisir entre la paix ou la guerre. Il vous menace, et même, dit-on, avec une hauteur outrageante. Son avidité n'est point encore assouvie de tout ce qu'il a conquis. Il avance toujours, et pendant que vous temporisez nonchalamment, il vous enveloppe de tous côtés. Et nous voici revenus en 346 avec nos ambassadeurs grecs, athéniens, partis voir Philippe, essayant de trouver une conciliation pour maintenir une paix fragile. Le petit groupe d'ambassadeurs a reçu les conditions du monarque. Sur le chemin du retour, on voit déjà qu'entre les hommes, l'accord n'est pas complet. Comme le veut la tradition démocratique, l'ambassade doit rendre des comptes à tous les citoyens. Et c'est ainsi que début avril 346, 2 assemblées successives sont consacrées à la question de la paix. Démosthène occupe dans cette affaire à Athènes une place stratégique. Il est membre du Conseil des 500 et depuis ce lieu privilégié étudie, avant leur passage devant l'Assemblée du peuple, toutes les propositions de loi et décrets. Il tente donc d'orienter certaines décisions grâce à son éloquence. Dans ces assemblées, Démosthène défend l'idée qu'il faut faire la paix. Athènes n'a pas le choix. Il est donc sur la même position qu'Échine, une position raisonnable vis-à-vis d'une puissance montante qui risque de défaire militairement et de semer le trouble, le désordre dans la cité. Une deuxième ambassade va donc être envoyée vers Philippe à l'été 346. Elle apporte la ratification de la paix. Sauf qu'à l'issue de cette seconde ambassade, Démosthène
rentré à Athènes, change d'avis. Pourquoi change-t-il d'avis? Est-ce un manque de confiance envers Philippe? Est-ce un choix opportuniste pour rassembler autour de lui une opposition à ceux qui, au fond, ont intérêt à la paix? Dès le retour de l'ambassade, Démosthène a manifesté son mécontentement à l'égard de ses collègues. Il les a même critiqués ouvertement devant le Conseil des 500. Il porte des accusations extrêmement graves, si insultantes, qu'il n'est pas invité au dîner traditionnel qui suit le retour des ambassades et leur présentation devant le Conseil des 500. Désormais, deux camps vont se faire face. D'un côté, Démosthène, et de l'autre côté, celui favorable à la paix, Échine. Écoutez comment dans la vie des 10 orateurs, Plutarque résume l'opposition politique à Athènes à cette époque. Quand il entra dans la vie politique, il existait deux camps dans la cité. D'une part, ceux qui étaient favorables à Philippe, d'autre part, ceux qui s'engageaient pour la liberté. Il choisit de rejoindre le camp des adversaires de Philippe. Tout se résume donc à savoir si l'on est pour ou contre Philippe. Philippe, justement, a avancé. Sa campagne de propagande auprès des Grecs lui a permis de rentrer dans un des principaux conseils diplomatiques de la péninsule, l'Amphictyonie de Delphes, c'est-à-dire le conseil qui gère les relations entre les Hellènes autour de son plus grand sanctuaire. Il serait en quelque sorte comme un garant de la paix entre les Grecs, et cela confirmerait les résultats de l'ambassade qu'il avait accueillie. Malgré cette paix d'apparence, les cités continuent de se diviser autour de Philippe et Athènes en est la meilleure illustration. D'un côté, le camp de Démosthène, qu'on pourrait appeler les populaires, considère que l'intérêt de la cité réside dans la lutte contre Philippe de manière à maintenir une hégémonie. De l'autre côté, le camp d'Échine, qui commence à prendre place, lui est partisan d'une paix qui garantit l'opulence. Lutter contre Philippe, c'est mobiliser des ressources, c'est risquer la défaite, alors que dans cette paix modérée, au fond, la ville préserve sa richesse. La violence entre les deux camps va s'accentuer. Les opinions sont extrêmement tranchées, au point que, dans l'art oratoire, on n'hésite pas à s'insulter. Tenez, écoutez comment Démosthène décrit la famille d'Échine, son père et sa mère. Je peine à savoir qui rappelait en premier. Ton père, Tromès, Escaldelpias, qui enseignait les lettres près du Théséion. Il portait de lourdes entraves et un carcan. Ou bien ta mère, qui par ses mariages en plein jour dans la boutique du héros Calamithès, a élevé le beau portrait et l'acteur de 3e ordre que tu es. Mais tous le savent, même si on n'en parle pas. Bon, on l'aura compris, en gros, Démosthène traite la mère d'Échine de prostituée, ou de nymphomane, on choisira, et son père, en quelque sorte, de crétin. Donc, le débat à Athènes à cette époque ne mâche pas ses mots. Échine, bien sûr, va répliquer en traitant Démosthène de traître, mais l'image que Démosthène met devant les yeux de ses contemporains, c'est une image de nostalgie. Celle de l'Athènes de Périclès, d'une cité au fait de sa gloire et de sa puissance, une cité classique. Échine, lui, n'a pas un modèle aussi noble à présenter. Il n'a pour seule défense que le réalisme de celui qui voit poindre un jour la mise sous tutelle et la domination. Il veut retarder ce processus. Démosthène n'est pas dupe. Écoutez comment il présente les arguments de ses adversaires. Dès qu'il est question ici de Philippe, aussitôt l'un de ces hommes prend la parole pour dire combien la paix est agréable et combien il est difficile d'entretenir une grande armée. Certains, affirme-t-il, veulent dilapider nos biens, et d'autres propos du même genre, grâce auxquels ils font tout différer et donnent tout loisir à Philippe de faire ce qui lui plaît. Par cela, vous gagnez quelques répits de ne rien faire dans l'instant, et je crains que vous n'ayez à reconnaître un jour ce qu'il vous en coûte, et eux, votre faveur et leur salaire. Pour Démosthène, il y a donc des mesures concrètes à prendre en politique pour s'opposer à Philippe. Il faut d'abord pousser les Athéniens à soutenir leurs alliés, quoi qu'il en coûte. Il faut ensuite intervenir dans la diplomatie pour contrecarrer les stratégies du roi de la Macédoine. Il faut enfin maintenir une puissance militaire. Mais là encore, d'autres adversaires de Démosthène prennent la parole pour montrer la vacuité de sa tentative. C'est ainsi que Polybe, un des hommes politiques de cette époque, nous livre sa lecture de la position de l'orateur athénien.
Démosthène, qui fut admirable à tant d'égards, mérite d'être blâmé pour avoir lancé à la légère et sans discernement les plus cinglantes insultes à l'adresse des hommes les plus remarquables de Grèce. En effet, ayant ainsi attiré Philippe dans le Péloponnèse et abaissé la puissance de Sparte, ceux-ci permirent à toutes les populations du Péloponnèse de respirer et de retrouver le goût de la liberté. Démosthène n'avait pas à les taxer de trahison. Tous ces mots, les Athéniens les entendent. Ils sont rassemblés sur le Pnyx, il faut imaginer le bruit du vent, le soir, il faut imaginer cette foule qui murmure, qui s'attise, qui réagit. Et qui réagira plus fort encore, quand la guerre pointera son hideux visage. Et cette guerre, justement, arrive. Tout part d'un minuscule détail. Une offense effectuée par une des cités alliées d'Athènes auprès de l'Amphictyonie de Delphes. Cette ville, Amphissa, doit donc payer une amende, ce qu'elle refuse. C'est le prétexte qu'obtient Philippe pour intervenir directement dans les affaires de Grèce continentale. Échine, l'ambassadeur d'Athènes, a eu beau argumenter, a eu beau se dresser auprès des Amphictyons pour essayer de contester la position de Philippe, et rien n'y a fait. Échine a perdu. Démosthène dira qu'Échine a perdu volontairement. Et c'est ainsi que Philippe attaque Élatée et remporte une victoire. Au même moment, les Athéniens qui tentent de renforcer leur défense, leurs fortifications, sont frappés par un incendie. Écoutez comment Démosthène raconte cet épisode dans lequel il s'est dressé pour maintenir haut le moral de sa cité. C'était le soir. On vint annoncer aux Prytanes l'occupation d'Élatée. Après cela, se levant aussitôt au milieu de leur dîner, les uns chassèrent les gens des boutiques de l'agora et mirent le feu aux étals, pendant que les autres envoyaient chercher les stratèges et appelaient la trompette. Toute la ville était en tumulte. Le lendemain, dès le jour, tout le peuple était assis sur la hauteur. Le héros demanda « Qui veut prendre la parole ?» Il parut donc cet homme, ce jour-là. C'était moi, m'avançant pour vous dire ce à quoi il vous fallait être attentif. Pour 2 raisons. Premièrement, pour savoir que, seuls des orateurs et des hommes politiques, je n'ai pas abandonné le poste de dévouement au milieu des dangers et qu'en outre, j'ai fait mes preuves en vous disant et en rédigeant la proposition qu'il fallait au milieu de l'épouvante. Deuxièmement, parce qu'en perdant un peu de temps, vous vous mettiez pour la suite mieux au fait de la politique générale. Malgré l'action de Démosthène et une alliance intelligente avec Thèbes, Philippe continue sa progression. À l'hiver 338-339, quelques escarmouches ont lieu entre les troupes des 2 puissances. Mais finalement, le 2 août, ou peut-être le 1er septembre, la date est incertaine, en 338, les 2 armées se font face. Le lieu s'appelle Chéronée, ce sera le nom que cette bataille aura. Dans l'histoire, on est à quelques encablures à peine du mont Parnasse. Du récit de cette bataille, on ne sait pas grand-chose. On suppute que la phalange athénienne s'est heurtée à la phalange macédonienne qui avait des lances un peu plus longues, mais surtout, on devine que c'est la cavalerie qui a décidé du sort de la bataille. Cette fameuse cavalerie macédonienne emmenée par Philippe, dans laquelle aussi se sont joints des cavaliers illyriens. À l'issue du combat, plus de 2000 morts thébains restent sur la plaine, aux côtés de 1000 Athéniens qui sont tombés au combat. D'autres ont pris la fuite. Environ 2000 Athéniens ont été faits prisonniers. Ils seront une monnaie d'échange diplomatique. Mais parmi les fuyards, qui se trouve ? Quel est cet homme d'âge mûr maintenant qui a laissé les combattants jeunes périr sur le champ ? C'est Démosthène. Comme beaucoup des plus âgés, il a été mobilisé, mais il a été mobilisé pour soutenir la puissance de la phalange. Il fallait pousser les jeunes qui se trouvaient dans les premiers rangs et qui tapaient sur les Macédoniens. Mais une fois la défaite perdue, Démosthène s'est enfui. Échine, qui lui n'a pas participé à la bataille, justement parce qu'il était plus âgé, peut en profiter pour critiquer cet orateur qui, en fait, a mis une distance entre les mots et les actes. Échine, donc, va essayer désormais de faire condamner Démosthène par l'Assemblée du peuple. Il portera notamment une plainte contre un des personnages qui voudrait que l'on fasse porter des lauriers à Démosthène, un certain Ctésiphon. Il l'attaquera devant l'Assemblée du peuple. Mais là encore, Échine sera mis en minorité. Celui qu'on décrit désormais et que l'histoire gardera en mémoire comme le traître Échine, le pro-Philippe, le pro-macédonien, est donc l'objet d'un vote qui le contraint à l'exil et à la perte de ses biens. Alors même que la cité est entrée dans l'orbite
géopolitique des Macédoniens. Alexandre, le successeur de Philippe qui meurt assassiné en 336, maintiendra fort sa pression sur Athènes malgré l'éducation qu'il avait reçue d'un maître issu de cette cité, dont le nom est resté dans les annales comme un des plus grands philosophes, Aristote. Démosthène, lui, refuse d'admettre cette soumission athénienne. Il se révoltera encore en 322 contre le nouvel occupant macédonien et perdra la bataille. Il sera acculé à la fuite, de nouveau, mais cette fois, il choisira l'honneur dans le suicide. Athènes, après Démosthène, perdra son visage démocratique et sera une de ces cités dominées par les puissants et les riches. Mais Athènes aura perdu son indépendance. La cité s'est laissée miner de l'extérieur par la propagande et les fausses informations que distillaient habilement Philippe et Alexandre. Il en va un peu de même aujourd'hui. Nos grandes démocraties européennes sont très facilement pénétrées par les arguments et les fausses informations que des puissances extérieures n'hésitent pas à construire. Il faut aussi voir que cette démocratie athénienne a laissé faiblir sa puissance militaire et sa puissance diplomatique alors même qu'elle était en confiance et qu'elle croyait pouvoir faire fond sur une paix durable. De même aujourd'hui, nos États, confiants dans la paix après la fin de l'URSS, se sont un peu endormis sur les alliances diplomatiques et la puissance militaire. On comprend aujourd'hui pourquoi certains en réclament le réveil. Voilà, c'est la fin de cet épisode, mais on ne se quitte pas complètement. Je vous donne rendez-vous dans le groupe Facebook dédié à ce podcast. Rejoignez-moi et on pourra y débattre de l'actualité et de l'histoire, des sujets qui vous intéressent. On postera également les références des ouvrages qui nous servent à préparer chaque épisode. Et puis, si vous aussi, l'actualité vous rappelle un événement historique, n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions. Elles pourront inspirer de nouveaux épisodes. Alors je vous dis à très vite. Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio. Présenté par Fabrice Dalméda, préparé par Simon Maisonneuve et réalisé par Julien Tarot. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou vos plateformes habituelles d'écoute. À bientôt pour un prochain épisode.